vous sur Sud Radio pour les débats. Aujourd'hui, pour commenter l'actualité, Alex Darmon, journaliste politique. Bonjour. Bonjour, on vous retrouve sur YouTube, votre chaîne Les Indécis, une chaîne de débat politique. Alexis Bachelet, maire adjoint à Colombes, ancien député PS, Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et nous attendons Virginie Leguet, journaliste et éditorialiste politique. Évidemment, nous allons revenir sur le conflit au Moyen-Orient, manifestation pro-palestinienne interdite, 4000 personnes présentes, dont des députés de gauche, plus de 800 actes antisémites en France depuis le 7 octobre, l'attaque d'un avion au Daghestan, beaucoup d'agitation dans le monde. On va parler de la constitutionnalisation de l'IVG, enfin beaucoup de sujets. Foot également avec vous, je crois, Alex Darmon. On va commencer avec vos coups de gueule et vos coups de cœur. Commençons peut-être avec vous, Alexis. Alexis, ça commence. On a eu un Alexis Corbière, paraît-il, la semaine dernière. Là, c'est Alexis Bachelet qui est là. Coup de gueule sur les annonces d'Elisabeth Borne. Oui, alors sur une des annonces, parce que bon, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'annonces qui avaient été faites, mais qui sont passées d'ailleurs un peu inaperçues à raison d'une actualité internationale très conséquente et très brûlante. Mais il y a un point sur lequel quand même beaucoup de critiques, notamment la Fondation Abbé Pierre, beaucoup d'élus locaux, dont je fais partie, s'interrogent sur l'annonce liée au fait que les préfets ne pourraient plus attribuer de logements dans les zones, on va dire, des quartiers politiques de la ville. Bon. Parce qu'il faut savoir que dans les attributions de logements, chaque préfecture a un quota de gens qui sont souvent d'ailleurs des gens qui sont bénéficiaires du droit opposable au logement, le DALO. Donc les gens qui sont vraiment dans des conditions les plus mal logées, on va dire, et qui sont prioritaires pour l'attribution d'un logement social. Alors, si d'un point de vue philosophique, on peut être d'accord avec le raisonnement du gouvernement qui consiste à dire, bon, arrêtons de concentrer les plus modestes, les plus précaires, toujours dans les mêmes quartiers. Le fait est que concrètement, ça risque en fait d'empêcher les gens les plus mal logés d'obtenir un logement rapidement. Quand je dis les plus mal logés, c'est des femmes seules avec des enfants qui se retrouvent à l'hôtel, c'est des gens qui sont à 10 dans un 3 pièces. Enfin, voilà, les mal logés, c'est vraiment... Voilà. Et donc, en fait, la solution, mais ça serait une solution plus difficile à mettre en œuvre, ça serait plutôt de faire respecter la loi SRU et d'avoir moins de logements sociaux, mieux répartis entre les communes, puisque le problème, c'est pas, je dirais, le logement social en soi, c'est la concentration dans toujours les mêmes communes, toujours les mêmes territoires. Effectivement, ça peut amener à créer des quartiers en difficulté et des zones, des quartiers où effectivement il y a une concentration de problèmes. Voilà, donc c'est un peu le coup de gueule parce que je trouve que le gouvernement là met un petit peu le sujet à côté. Alors vous me direz, c'est vrai que c'est le seul moyen d'action qu'il a puisque c'est le quota des préfets. Donc, c'est ça. Mais le problème, et en plus, si vous rentrez dans la technique, souvent le quota des préfets, il est donné aux communes parce que les préfets disent aux maires, vous connaissez mieux les problèmes que nous, puisque nous, administration d'État départementale, on est un peu loin du terrain. Donc souvent, en fait, ça aboutit à ce que ça soit les communes qui attribuent ces logements. Donc voilà, donc je trouve que si au premier abord, on peut comprendre l'état d'esprit qu'anime le gouvernement, et c'est un peu aussi ce que les élus locaux essayent de faire, évidemment, de pas accroître les difficultés dans les quartiers où il y en a déjà. Néanmoins, la solution pérenne, ça serait plutôt effectivement de mieux répartir les logements sociaux, ce qui était l'esprit de la loi SRU, qui est mis en œuvre depuis quand même maintenant une vingtaine d'années, qui porte ses fruits d'ailleurs, mais il y a encore quand même des communes qui sont carencées, et donc c'est peut-être là que le gouvernement aurait dû faire l'effort, c'est-à-dire dire aux communes carencées, remplissez les obligations de la loi, quoi. Mais sur le fait que certains maires demandent à avoir la maîtrise justement de l'attribution des logements sociaux, Total, j'ai vu passer ça. Ouais. Alors, en fait, c'est techniquement pas possible. Ouais.
Et ça va surtout être déséquilibré à un moment donné. Si vous donnez la maîtrise entière des logements sociaux pas souhaitable aux municipalités, vous allez avoir des municipalités qui vont jouer le jeu et même très ou trop bien le jouer, et ça va déséquilibrer les comptes publics. Et puis vous avez des municipalités qui vont pas le jouer du tout, on sait lesquelles, et là aussi ça va être déséquilibré. Donc le problème, c'est ça, c'est que c'est le seul moyen d'action de l'État, vous l'avez dit Alexis, c'est le seul moyen de l'État, c'est de pouvoir agir auprès des préfets, mais on sait très bien qu'une politique de logement, c'est une politique locale, comme souvent, on parle souvent des collèges, des lycées, c'est pareil, ce sont des politiques locales, mais il faut trouver le juste équilibre, et aujourd'hui, je sais pas, je vois pas comment dans l'immédiat, on peut trouver ce juste équilibre. Ce qui est bien, ce qu'on peut saluer, et vous avez raison de dire que ces propositions sont passées un petit peu sous les radars, ce qui est bien, c'est comment on en parle, parce que c'est vrai qu'on met souvent le sujet sous le tapis, et là il faut en parler, et très vite, parce que d'ailleurs ça a été annoncé je crois, il me semble, dans le cadre du plan anti-émeute qui a été rendu jeudi par le gouvernement et par la première ministre. Sinon, on va être confronté très vite à de nouveaux problèmes et à de nouvelles situations conflictuelles dans nos banlieues. C'est vraiment pour ça que c'est adressé, cette politique du logement. Oui, un mot, Samuel. Alors, sur ce qui a été dit, il y a deux termes qui ont été employés, SRU et DALO, deux acronymes. La loi DALO, donc le droit au logement opposable, il faut bien rappeler aux Français ce que c'est. C'est une loi qui a pour conséquence aujourd'hui d'encombrer énormément nos tribunaux. Et c'est un droit dont peut bénéficier tout le monde, y compris énormément d'étrangers qui arrivent sur le sol français et qui deviennent même prioritaires par rapport à des Français, puisque les exemples qui ont été donnés, par exemple de mères seules avec leurs enfants, c'est pas toujours, c'est pas ce qui est le plus majoritaire. Malheureusement, c'est pas des mères françaises qui ont eu des soucis, c'est parfois des étrangers qui passent devant ces situations-là. Il faut quand même leur rappeler. Ça coûte très cher en termes juridiques et ça prend énormément de temps à nos juridictions. Ça, c'est le premier point. Sur la SRU en elle-même, il faut rappeler que la SRU, c'est concrètement l'obligation pour les communes d'avoir des logements sociaux et donc l'imposition aux Français, là où ils habitent, d'avoir à côté de chez eux des logements sociaux. Et quand on demande aux Français est-ce qu'ils veulent avoir ces logements sociaux à côté d'eux, quand on voit comment c'est géré, quand on voit les conséquences qu'il y a, notamment parce que avec les liens qu'il y a avec l'immigration massive qu'on connaît, eh bien les Français, ils refusent ça. Donc en fait, c'est une loi socialiste et les Français sont contre cette loi. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Pour l'instant, c'est l'heure du journal. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio et les débats sur l'actualité aujourd'hui avec Virginie Leguet, journaliste éditorialiste politique, Alex Darmon, journaliste politique. On vous retrouve sur YouTube avec votre chaîne Les Indécis, Alexis Bachelet, maire adjoint à Colombes, ancien député PS, et Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête. Évidemment, le conflit israélo-palestinien au cœur de nos débats, et avec cette question sur l'extension de ce conflit quand on voit ce qui s'est passé hier au Daghestan, où il y a des bombes qui ont été posées également en Inde. On va revenir sur tous ces sujets. On commence quand même avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Virginie, c'est un coup de cœur pour un livre. Alors, je l'ai avec moi. Oui. Pascal Perry, Génération Farniente. Est-ce que ça vous parle, la Génération Farniente ? Eh bien, ce sont le nombre de gens chaque jour plus important qui considèrent que le travail n'est qu'un accessoire dans la vie et qu'il faut le limiter le plus possible tout au cours d'une vie. On peut imaginer que ce sujet indigne Pascal Perry, l'auteur qui est un économiste et qui est le monsieur économie de LCI, qui fait des chroniques sur les Échos et pour qui une telle vision est totalement sidérante. Et Pascal Perry rappelle qu'en France, c'est le pays où le temps passé au travail est un des plus faibles au monde et qu'il ne faut pas non plus exagérer. Il rappelle aussi que cette idée est soufflée depuis des années par une partie de l'échiquier politique, notamment la France Insoumise, qui défendait le droit à la paresse et qui, pendant la réforme des retraites, on disait par la voix de Jean-Luc Mélenchon, on vole 2 années de plus de vie aux Français parce que la retraite, rappelez-vous, a été prolongée de 2 ans. Donc tout ce débat-là fait l'objet d'un essai très intéressant. Pourquoi tant de Français ont perdu le goût du travail, avec en interrogation et même en exclamation, et ils mettent en danger notre modèle social, parce que moins il y a de gens qui travaillent, moins il y a de gens qui peuvent financer notre modèle social. Je rappelle que 70 milliards de prestations sociales sont versées chaque année en France. En tout cas, il est très, très pédagogue, très Pascal pédagogue, Perry. Très facile à lire, extrêmement convaincu, mais pas enflammé, très, très rigoureux. Je vais le lire, moi, en tout cas. Je peux vous dire que je vais le lire, ça m'intéresse vraiment, parce que moi, je suis halluciné, je vous le dis au quotidien.
de la jeune génération. Voilà. Je ne sais pas si c'est de la jeune génération dont il parle ou si c'est plus globalement, mais la jeune génération... Il dit que c'est tous les âges, mais notamment la jeune génération. C'est un peu tous les âges. Les restaurateurs ont raconté qu'après le Covid, ils ont perdu une grande partie de leurs salariés. On peut comprendre, c'était des boulots difficiles, mais qui ont décidé d'aller faire autre chose. Et il y avait un article assez incroyable c'était dans le Figaro sur justement l'incroyable audace des candidats lors des entretiens d'embauche, télétravail à 100%, congé de respiration, et ils se sentent aujourd'hui en position de force. Alors il y a eu certainement des excès à un moment, mais là il y en a encore aujourd'hui sans doute, mais là on a basculé vraiment, je vous le dis, au quotidien dans une société où moi j'en fais mais je me porte. Et si je peux vivre de la solidarité, c'est aussi bien. Complètement. Certains en ont vraiment besoin, mais effectivement... certains font le calcul qu'ils peuvent le faire. Ce n'est pas tout à fait pareil. Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais je pense que souvent la droite peut avoir un discours qui paraît caricatural sur le sujet, en disant que les Français ne travailleraient jamais assez. Je pense qu'effectivement, pour parler de la question du calcul, les gens font un calcul. Aujourd'hui, beaucoup de Français ne gagnent pas assez par rapport à leur travail, notamment parce que avec les frais qui se pèsent sur l'employeur, avec les charges qui pèsent sur l'employeur, finalement, ils touchent pas assez par rapport au travail fourni. Si bien que le pouvoir d'achat, on le rappelle, c'est la différence entre les revenus et les dépenses obligatoires. Pour de nombreux ménages français, avec l'inflation en plus, les dépenses contraintes, ce qu'on appelle les dépenses contraintes, absolument, avec l'inflation, avec l'augmentation donc du prix dans les magasins, avec l'essence, avec l'importance du logement, beaucoup de Français ne s'y retrouvent plus. Alors effectivement, je pense que quand on parle du travail, on ne doit pas seulement dire ils travaillent pas assez ou ils travaillent trop, on doit aussi se dire qu'est-ce qu'on a à la fin du mois, concrètement, quelles sont nos conditions de vie, qu'est-ce qu'on veut pour nous et pour nos enfants. On a eu la crise des Gilets jaunes, où les Français disaient très clairement, ça a été peu entendu, je veux vivre dignement du fruit de mon travail. On se rappelle qu'Emmanuel Macron a mis très longtemps à comprendre ce que disaient les Français. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où, effectivement, il y a des gens qui vivent essentiellement d'aide et qui font le calcul. Et si tout le monde faisait ce calcul-là en disant je veux vivre que d'aide, personne ne travaillerait. Mais il faut bien avoir conscience que pour beaucoup de gens, et je sais qu'on tape souvent sur les jeunes, et peut-être injustement en disant finalement ils ne veulent pas travailler. La réalité, c'est qu'est-ce qu'ils ont à y gagner ? Qu'est-ce qu'ils ont à y gagner derrière ? Et donc, si on baisse, il y a des solutions. Il faut absolument qu'on baisse les charges aux entreprises pour que le revenu net soit plus près du revenu brut. Il faut absolument qu'il y ait une action de l'État. Aujourd'hui, il n'y a rien sur le logement. On sait que c'est la crise en cours. Robin Rivaton a écrit sur le sujet. Il n'y a pour l'instant pas d'action véritable sur le logement, alors que le logement prend de plus en plus de place dans la vie des Français, dans le budget. Oui. Bref, en plus, et on sait qu'il y a des frais de santé qui sont moins remboursés qu'auparavant. Donc il faut poser quand même le problème dans son entièreté, c'est qu'est-ce qui reste à la fin du mois. Et donc on peut dire il faut qu'on baisse les aides, on peut dire il faut augmenter le revenu net par rapport au revenu brut. En tout cas, on ne peut pas seulement dire les jeunes ne veulent plus travailler. À mon avis, il faut se mettre à leur place. Et effectivement, quand il y a une tension sur le marché du travail, il y a des gens, soit l'employeur, soit les personnes qui postulent ont les mains sur le rendez-vous, sur la négociation. Là, effectivement, quand il y a des gens qui vont demander, de toute manière, si on ne demande rien, moi je dis, si on demande rien lors d'une négociation de travail, c'est sûr qu'on va obtenir. Juste pour terminer, je pense que c'est un sujet qui doit être pris dans son entièreté. Le problème à la fin, c'est quand on travaille, c'est pour un revenu. Et qu'est-ce qui nous reste à la fin du mois ? C'est pas que ça, c'est aussi pour la solidarité, le chômage, la retraite. Et puis le travail est une conquête. Nous, les femmes, on a manifesté pendant des années pour le droit au travail. On l'a obtenu lentement. Je rappelle qu'après la guerre, les femmes ne pouvaient pas travailler sans l'autorisation de leur mari. Vous avez l'air de dire qu'est-ce qui reste ? Mais il reste simplement que de travailler, ça participe au pays dans lequel on vit, ça participe aux dépenses qui sont faites par l'État. Non, vous dites simplement, vous ne parlez que d'argent. Mais moi, je vous parle aussi de ce que c'est que le travail dans la vie de quelqu'un. Ça permet de gagner sa vie, ça permet de participer à la société dans laquelle il vit, et ça permet surtout d'exercer soi-même un droit, une émancipation qu'on n'a pas sans le travail. On peut le dire aussi clairement. D'accord, mais on ne peut pas globaliser. Je vois des réactions. Non, mais quand je dis ça, c'est qu'il y a des gens qui travaillent à la chaîne, il y a du travail extrêmement pénible. Bien sûr. Marie, elle nous dit tous les métiers physiques sont pénibles, et détruisent physiquement. Il y a des gens qui travaillent comme des esclaves. Il faut le dire aussi. Oui, et qui n'ont pas ce choix. Nous, on est. Mais souvent, ceux qui n'ont pas le choix. Le travail émancipation, ça ne concerne pas la majorité des gens. Il faut sortir de ce fantasme. Il y a beaucoup la première raison pour laquelle les gens travaillent, c'est pour gagner leur vie, pour payer les factures, à manger, tout simplement. Alexis. Non, il est sûrement très intéressant, le livre de Pascal Perry.
mais je sais pas, comme je l'ai pas encore lu, je peux pas dire non, si mais je suis d'accord ou pas yeux, d'accord. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a sûrement le mot qui est intéressant dans le livre, c'est génération. Oui. Parce que est-ce que les jeunes aujourd'hui veulent plus travailler ? Non, on peut pas généraliser. Il y a encore des gens qui ont des projets professionnels et qui ont envie de créer une entreprise, qui ont envie de s'investir dans un secteur, l'humanitaire, l'associatif. Voilà, bon, il y a plein de jeunes qui ont des vocations et des passions, des envies de les concrétiser dans le monde professionnel. Après, je pense que le rapport, il est souvent par rapport aux générations précédentes. Est-ce que les jeunes aujourd'hui, ils ont envie de travailler comme leurs parents et leurs grands-parents ? Non. Moi, je vais vous dire, la réponse, elle est non. Mais dans tous les secteurs. Et je pense qu'on a tous des choses à raconter là-dessus. Moi, mes parents n'ont pas eu la chance de faire des études. Ma mère, elle a commencé à travailler à 14 ans, mon père à 18. Ok ? Bon, moi, j'ai eu la chance d'être fils unique. Mes parents, ils ont tout misé sur moi pour que je fasse des études. Parce qu'ils n'avaient pas envie que je connaisse les mêmes galères qu'eux ont connues, où ils n'ont pas pu faire d'études, et où ils ont été obligés de faire des travaux très manuels, donc très durs, très jeunes, parce qu'ils n'avaient pas les diplômes. Donc moi, déjà, est-ce que j'ai le même rapport au travail que mes parents ? À l'évidence, non. En plus, eux, c'est des gens qui étaient complètement dans l'idéologie de si on bosse pas, on est des feignants et on ne demande rien à l'État parce que c'est nous qui devons nous faire notre propre capital. Bon, c'est une génération. C'est la génération des 30 Glorieuses. Forcément, moi aujourd'hui, j'ai des enfants. Compte tenu du fait que j'ai une meilleure situation sociale que mes parents et que j'ai aussi fait des études que mes parents n'ont pas fait, est-ce que mes enfants auront le même rapport au travail que leurs grands-parents ? À l'évidence, non. Et l'écart, il risque d'être encore plus important. Et même vis-à-vis de moi. Moi, je suis encore structuré par l'idée, parce que mes parents m'ont transmis, que la valeur travail était importante. Mais c'est vrai que j'ai pas fait les mêmes métiers. Et quand on fait des métiers intellectuels, quand on fait des métiers où on n'est pas physiquement éreinté, qu'on commence pas le matin à 6h et qu'on finit pas le soir à 20h, c'est sûr qu'on n'a pas le même rapport au travail quand on a fait des études universitaires ou quand on n'en a pas fait. C'est vrai, c'est parfaitement vrai. Pardon. Donc c'est vrai que Pascal Perry a sûrement raison, mais il y a des causes qui sont pas liées au choix individuel. C'est pas individuellement parce que les gens sont plus feignants. C'est parce que on n'a pas le même vécu que les générations précédentes et que aujourd'hui il y a plus de gens qui font des études longues. Il y a plus de gens qui ont le bac. Enfin, il y a eu des choix aussi. Il y a un rapport au travail qui a changé. Oui, mais on a aussi fait des choix de dévaloriser certaines filières, et notamment les filières professionnelles. Ça va être tout le débat du débat immigration qui arrive la semaine prochaine au Sénat sur cet article 3. Non mais vraiment, cet article 3 sur les métiers en tension, où Gérald Darmanin veut pouvoir apporter la nationalité française aux gens qui travaillent aux étrangers. Et il a raison, je trouve, qui travaillent dans ces métiers à tension parce qu'on ne trouve plus la main d'œuvre. J'ai discuté avec un restaurateur, il n'a que des Sri Lankais dans sa cuisine, que ça. Et il me dit, ils sont bosseurs. Enfin, mais il me dit, il n'y a pas de Français. Ils ne veulent pas. On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant. Sud Radio, pour commenter l'actualité, on va avancer parce que je voudrais qu'on parle du foot aussi, de ce qui s'est passé avec vous, Alex Darmon. Mais il y a votre coup de gueule, Samuel Lafont. Oui, j'ai un coup de gueule sur le manque d'attrait, le manque d'intérêt pour l'influence de la France dans le monde et l'image de la France dans le monde. Il y a plusieurs éléments aujourd'hui qui permettent de discuter du sujet. Emmanuel Macron a lancé son slogan après des années de travail pour l'image de la France, « Make it iconique ». Vous plaisantez ? Malheureusement non. Non mais vous savez qu'on va inaugurer à Villers-Cotterêts le temple de la langue française. On n'est pas à un paradoxe près. Alors, on peut se questionner sur l'intérêt, la force du slogan, outre évidemment l'anglais. Donc cette idée, c'est une publicité qui aura lieu, qui sera mise en avant dans 5 pays en priorité, l'Inde, les États-Unis, le Canada, l'Allemagne et les Émirats Arabes Unis. Bon, on verra ce que ça donne. En même temps, évidemment, il y a ce qui se passe à Villers-Cotterêts, où on met en avant la langue française. Moi, ce que je remarque, c'est que nous avons de nombreux acteurs en France. Le Quai d'Orsay, l'Élysée, évidemment. On peut voir les ambassades. On a également l'armée. Pour une partie, puisque dans ce qui relève de l'image de la France, il y a toute l'action de l'armée, l'influence notamment sur Internet. Au sein des armées, le sujet est subdivisé entre différents organismes, entre la DGA, donc la Direction Générale de l'Armement, entre le CIAE, entre le ComCyber, bref, entre plusieurs entités qui ont la main sur le sujet. Ce qu'on voit, c'est que l'image de la France, pour l'instant dans le monde, est encore bonne. On a une image de pays... avec de beaux paysages, avec un patrimoine, avec une image de luxe. Mais une image, ça peut se détériorer.
Ça peut se détériorer. Le fait est qu'aujourd'hui, on a un outil qui s'appelle Internet. Dans le monde entier, on peut voir ce qui se passe en France. Dans le monde entier, on peut voir les émeutes, on peut voir les gens se faire dépouiller dans le métro, se faire agresser. Je ne vais pas revenir sur ce qui se passe au Japon, parce que les Japonais ont un syndrome, le syndrome de Paris, qui est connu depuis un moment au Japon et qui commence à être connu en France. C'est les Japonais qui sont choqués entre la différence entre leur représentation de ce qu'est la France et ce qu'ils vivent réellement. Évidemment, il y a toujours une différence entre la représentation et ce qu'on vit réellement, mais eux, ils tombent de très, 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 très haut, les Japonais. Je peux vous interrompre 2 secondes. Ce sont ces mêmes Japonais qui ont fait des vidéos avec les queues devant chez Bertillon, qui est un glacier l'été, et qui disaient « La France est en état de manque, les Français font la queue devant les magasins pour se nourrir. » Écoutez, donc, méfions-nous. Je pense pas que ce soit un sous-sujet. Puisqu'effectivement, moi je considère pas que le fait que des étrangers touristes en France, de quelque nationalité qu'ils soient, se fassent attaquer dans le métro soit quelque chose de très agréable et très bon pour l'image de la France. Bref, sur l'image de la France, regardez, vous avez d'autres pays qui ont trouvé manière à influence. Le Japon a lancé il y a des années sa doctrine Cool Japan. Il s'est dit, pourquoi le Japon est connu dans le monde ? Qu'est-ce qui fait que le Japon est connu dans le monde ? Qu'est-ce qui fait qu'on a une bonne image ? Ils ont mis en avant leurs points forts. C'est les mangas et la culture traditionnelle japonaise. Ils ont poussé ça à fond, avec un programme jusqu'en 2050. On pousse, nous, le saucisson et la baguette. Je pense que il y a une bonne remarque là-dessus, puisque en Italie, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé alors ça, c'est une action au sein d'une tactique, au sein d'une stratégie, mais en Italie, ils ont envoyé un bateau faire le tour du monde pour expliquer ce que c'est que la bonne, les bonnes recettes pour les pâtes. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a une stratégie d'influence qui ne repose pas assez sur Internet, qui repose trop sur toucher quelques institutions avec des millions et des millions d'euros qui sont dépensés, et on ne mise pas sur ce qui fait notre force directement auprès des gens. Moi, ce que je souhaite, on parle de langue française, on parle souvent de langue française en Afrique. Ce que je souhaite, c'est qu'un maximum de pays dans le monde, de populations dans les pays du monde, souhaitent apprendre le français, par exemple. Mais on ne doit pas seulement miser sur l'Afrique dans ce sujet-là. On peut faire en sorte que les Coréens, par exemple, cherchent à apprendre le français. Je vous rappelle juste pour terminer que après le début de la mode, le début de la mode, l'apprentissage du français ne cesse de baisser dans le monde, y compris dans des pays qui jusqu'à maintenant. Eh bien, c'est ce que je vous dis. On peut souhaiter que ce ne soit plus le cas. Typiquement, le coréen, il y a 15 ans, 20 ans, personne n'apprenait le coréen. Depuis qu'il y a l'émergence de la K-pop dans le monde, on a fait en une année plus 400% d'inscriptions à l'INALCO en coréen. Plus 400%. Eh bien, je pense que la France doit vraiment réfléchir sur sa stratégie d'influence avec un acteur majeur pour diriger cette influence. J'espère que vous serez entendu. Foot, incident hier, c'est votre coup de gueule. OM-OL, donc avec ce caillassage lamentable, dégueulasse, qui s'est produit hier. Le match a dû être annulé d'ailleurs. L'entraîneur a été blessé. 12 points de suture. 12 points de suture. Qu'est-ce que vous voulez dire à ça ? Honnêtement, c'est quand vous aimez le football, et ce qui est mon cas, que vous aimez le sport, que vous voyez qu'il y a une Coupe du Monde de rugby qui vient de s'être déroulée dans notre pays où il n'y a eu aucun incident. Alors que les stades étaient très grands, il y avait 8 matchs, enfin j'exagère, mais plusieurs matchs durant tout un week-end, aucun incident. Et à chaque fois qu'on parle du foot dans notre pays, vous avez forcément des incidents. Et hier soir, ce qui s'est passé, pour le raconter, c'est le bus de l'Olympique Lyonnais, l'équipe de Lyon qui arrive au stade, et avant son entrée au stade, des supporters, si on peut appeler ça comme ça, enfin c'est pas des supporters, c'est des hooligans, exactement, balancent des canettes de bière sur le quart de l'équipe lyonnaise, et en balançant ces canettes, la vitre explose, et l'entraîneur lyonnais, Fabio Grosso, et son adjoint ont été blessés. 12 points de suture, on l'a dit, les images sont terribles. Le match a été annulé. Moi, ce qui m'a d'abord énervé, c'est comment on a pu attendre 20h30 pour annoncer que le match allait être annulé. Enfin, franchement, déjà, on est complètement à côté de nos pompes dans le football français, c'est le cas de le dire, premièrement. Et deuxièmement, là, ce matin, on apprend que les clubs ne vont pas être sanctionnés. Les clubs ne vont pas être sanctionnés parce que ça s'est passé en dehors du stade. Il s'est passé ce qui s'est passé en dehors du stade avec les supporters marseillais, et dans le même temps, quelques minutes après, vous avez des supporters lyonnais qui sont entrés dans leur tribune et qui ont fait des saluts nazis, des drapeaux français. Enfin, on mélange tout. Et les clubs, on nous annonce que les clubs ne vont pas être sanctionnés, que c'est de la faute de l'État, que c'est de la faute des pouvoirs publics. Enfin bon, il y avait 500 policiers hier soir pour couvrir la manifestation sportive, le match de football. 500. Faut qu'on fasse quoi dans notre État aujourd'hui pour faire en sorte qu'un match de foot se déroule convenablement ? Faut qu'il y ait plus de policiers que de nombre de supporters ?
Il faut que les auteurs soient tous retrouvés et sévèrement sanctionnés. Ils n'ont pas tous été retrouvés ce matin encore. Bien sûr que non. Vous êtes fan de foot, vous avez vu cet épisode. Moi, j'étais prêt à regarder le match, en fait. Moi aussi, pareil. L'OM, c'est l'Olympico. C'est quand même un classique du championnat de France. Alors, effectivement, moi, j'ai pensé que le match allait être annulé parce que c'est très grave ce qui s'est passé et c'est intolérable. Donc, par définition, c'est logique que les instances du football, il y a eu une réunion de crise, semble-t-il. Ça a pris du temps parce qu'ils voulaient quand même avoir l'avis. Non, ils voulaient avoir l'avis des deux entraîneurs, des deux présidents de club, etc. Et il faut reconnaître que le président de l'OM a tout de suite dit qu'il s'alignerait sur la position de l'OL. Donc si l'OL a annoncé qu'évidemment, compte tenu de l'état de santé de l'entraîneur, il ne souhaitait pas que le match se déroule, parce qu'il n'aurait pas pu se dérouler dans des conditions optimales. Donc le match a été annulé après consultation des clubs. Ouais. Mais indépendamment de ça, je pense que ça fait quand même... D'ailleurs, il y a quelques mois, on était venu ici à Sud Radio. Il y avait un joueur qui avait été agressé par un supporter, je crois que c'était à Nice. Oui. Ce qui déjà est quand même extrêmement rare et d'une gravité. Alors là, c'était dans le stade, donc il y a eu des conséquences pour le club. Là, c'est à l'extérieur du stade, donc on considère que la responsabilité du club n'est pas engagée. Mais je pense que la responsabilité des clubs, elle est engagée sur un point. C'est les gens qui ont le droit d'accéder au stade, et ce qui se passe et le comportement qu'il y a dans le stade et aussi aux abords, puisque là on est quand même aux abords du stade. Je pense clairement qu'à la différence du football anglais, qui a dû, suite à des événements gravissimes, c'est des morts, il y a eu des mouvements de foule dans les fameux hooligans, il y a eu plusieurs événements gravissimes, il a fallu attendre des morts pour que le foot anglais se décide à faire le ménage. Faire le ménage, ça veut dire quoi ? Ça veut dire interdire à des gens qui pensent que le stade est un défouloir où on peut venir se battre, agresser les supporters adverses, agresser même maintenant les joueurs ou les dirigeants, et faire n'importe quoi, se défouler. Ça n'est pas acceptable dans un pays comme le nôtre. C'est que pour parler de l'image de la France, l'image de la France, c'est aussi ça, quoi. C'est aussi le championnat de France qui est diffusé dans plusieurs pays. D'ailleurs, il y a les droits qui sont bientôt à renouveler. Ça va être compliqué, le football français espérait optimiser ses droits. Là, ça va plomber l'image du foot français. Donc, je demande, mais c'est pas la première fois qu'on en parle, à ce que les pouvoirs publics qui doivent exercer leurs responsabilités, c'est retrouver les fauteurs de troubles et les sanctionner, mais que ces gens-là, si on les retrouve, ces pseudo-supporters, ils doivent être interdits à vie de mettre les pieds dans n'importe quel stade en France. Et moi, j'irais même plus loin, même en Europe, on devrait avoir un fichier européen des voyous, parce que ces gens-là, parfois, vont aller en Allemagne, quand il y a des déplacements de leur équipe pour se battre avec les supporters allemands, ils vont aller en Angleterre, en Italie. C'est des comportements de voyous, et ça doit être sanctionné comme tel. On est trop laxiste en France sur ce sujet-là. Le PSG a fait le travail. Qu'on soit contre ou pour le PSG, surtout en ce moment, pour rien vous cacher, les clubs, non mais c'est vrai, les clubs font le travail. Le PSG a fait le travail. On a vu il y a quelques jours que Boulogne voulait ramener ses supporters et le PSG s'y est opposé parce qu'il y a eu des morts au Parc des Princes. Mais les clubs devraient être sanctionnés. Ah bah oui, complètement. Non mais quand on voit que Marseille doit aussi faire. Mais moi j'ai quand même l'impression qu'il y a une lâcheté généralisée en ce moment en France. Des plus hautes autorités du foot qui essayent de pas trop regarder ce qui se passe. À chaque fois qu'il y a un incident, on nous dit ah oui c'est vrai, c'est grave, mais et puis rien ne se passe. C'est ce que je dis, plus rien ne se passe. Et puis il y a un nouvel incident, et puis là c'est de plus en plus grave, 12 points de suture. J'ai l'impression que chacun se renvoie la balle. Et là j'allais dire le coup de peau des instances du foot, c'est que ça s'est passé dans l'espace public. Alors ils se retournent vers l'espace public en disant mais c'est à l'État de gérer ça, c'est pas à nous, c'est pas notre responsabilité. Mais il y a une forme de je te passe la patate chaude, je te renvoie la balle qui dure depuis des mois. Un auditeur me dit, mais ce matin, est-ce qu'il y a des gardes à vue de dirigeants, de supporters, ou dirigeants de club ? Non. Eh bien, on est d'accord. Cette attaque du bus des joueurs de l'OL dépasse malheureusement le cadre strict du foot, puisque ce qu'ont fait ces racailles qui ont attaqué le bus, ce sont des violences aggravées. Pourquoi ? Ils sont en réunion et ils font utilisation d'armes. Donc ces violences aggravées, c'est 10 ans de prison maximum, prévu par le code pénal. Le souci... Alors, en l'occurrence, on espère que ces personnes vont être trouvées, poursuivies et condamnées. Vous êtes sûr de ça ? On espère, j'ai dit. Mais le fait est que dans de nombreux cas, les Français regrettent, et le disent dans les sondages, le laxisme pénal et se rendent compte que quand ils ont ce genre d'agression, ce genre d'image, et bien derrière, les auteurs
ne risquent rien. Donc le problème dépasse malheureusement le sujet du foot. Il faut faire en sorte qu'enfin, les personnes qui font ce calcul en faisant en agressant ou en commettant des différents délits, et se fassent le calcul suivant, c'est je fais ça, qu'est-ce qu'il y a en face ? Eh bien, tu vas devant un juge et tu vas être jugé à hauteur de ce que prévoit le code pénal. Quand on les chope, c'est le cas quand même. Ouais. Ah oui. On marque une pause et on se retrouve dans un instant et on va parler du conflit israélo-palestinien. Tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et juste, notre ami Philippe David m'envoie effectivement cette remarque à propos de foot. Liverpool félicite les supporters de Toulouse. Donc comme quoi, il y a aussi des supporters qui se comportent bien. Voilà. C'est vrai. C'est la majorité. Le dire. Oui, c'est D'ailleurs, le stade hier s'est vidé dans le calme et on peut même souligner le contrôle d'eux-mêmes qu'ont eu tous les gens qui étaient certainement très déçus de ne pas assister au match. Alors, revenons à l'actualité, évidemment, du conflit israélo-palestinien, avec l'extension du conflit, le risque d'embrasement. Commençons peut-être par cette manifestation pro-palestinienne interdite ce week-end à Paris. 4000 personnes étaient présentes, dont des députés de gauche. On voit qu'il y a une montée également de l'antisémitisme et de slogans qui ne sont pas acceptables. Je ne sais pas, Alex Darmon, on va commencer avec vous. Cette manifestation, donc là aussi, on parle de sanctions qui n'arrivent pas parfois. Là, on a une manifestation interdite qui est bravée. Visiblement, il ne se passe pas grand-chose. Et ces députés, moi, je vous pose la question, c'est pas la première fois. Est-ce qu'il faut les sanctionner ? Bah oui. La manifestation est interdite, ils n'ont pas à s'y rendre. Alors pour certains en plus avec des écharpes tricolores. Hein. Ce week-end aussi, samedi, il y avait une manifestation interdite et pas une manifestation non déclarée. Vous avez le droit de vous rendre à une manifestation non déclarée. Hein, c'est pas le droit un bon droit, mais en tout cas vous avez le droit de le faire. Une manifestation interdite, vous n'avez pas le droit de vous y rendre. Et moi, ce qui me dérange en fait dans cette manifestation qui a été interdite samedi, c'est que depuis 3 jours, on entend sur les plateaux de télévision, sur les plateaux de radio, nous dire oui, mais la France est le seul pays où vous pouvez pas manifester votre soutien aux Palestiniens. C'est faux. C'est faux. Je veux dire, la manifestation à Paris, elle a été interdite parce que vous aviez des risques à l'ordre public. D'accord, parce que vous aviez une finale de Coupe du Monde de rugby qui se déroulait le soir et qu'effectivement les forces de l'ordre étaient mobilisées pour cette finale de Coupe du Monde de rugby. Et donc si elle a été interdite samedi, c'est pour de vraies raisons, des raisons qui sont logiques. Mais dans le même temps, vous aviez une manifestation à Lille, une manifestation à Marseille, je crois une manifestation à Nantes, mais je ne veux pas dire n'importe quoi, donc je ne sais pas pour Nantes. En tout cas, vous aviez d'autres manifestations dans d'autres villes françaises. Et cette semaine, vous allez avoir une manifestation à Paris qui a été organisée par des organisateurs qui ont été validés par la préfecture, par le ministre de l'Intérieur, pour le soutien aux Palestiniens, et qui est organisé aussi là par le pouvoir politique. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous avez des manifestations interdites, c'est pour de bonnes raisons. C'est pour de bonnes raisons. Et on l'a vu encore samedi. On l'a vu encore samedi qu'il y avait des slogans qui tournaient, qui étaient antisionistes, si vous voulez. On va jouer sur le mot, mais antisémites par la même occasion. Que c'est une bonne raison pour certains. Et on a vu sur des vidéos de Frédéric Aziza qui a été filmé, qui a été interrogé, qu'on aime ou qu'on n'aime pas son travail. Il a été interrogé des manifestants. Et franchement, ce qu'on entend, c'est dégueulasse. Mais vraiment, c'est dégueulasse. Donc, à partir de là, moi, je veux pas voir dans mon pays aujourd'hui, encore moins dans ma ville et dans mon pays en général, ce qui se passe aujourd'hui à Londres, où vous avez des manifestants qui vont manifester avec des drapeaux de Daesh et qui traitent de détritus blancs les gens qui viennent manifester avec eux parce qu'ils n'ont pas la même vision des choses. Je veux pas voir ce qui se passe dans un aéroport hier soir en Russie. Je suppose qu'on va en parler dans quelques secondes. Je veux pas voir tout ça. Et si on laisse faire, et si on autorise ces manifestations-là, ne croyez pas que c'est pas ce qui va se passer dans notre pays. Non. C'est certain. Donc aujourd'hui, on est face à un dilemme, mais il faut aussi se dire une chose, c'est que la France est un pays pas comme les autres. On peut se réjouir depuis quelques jours, depuis quelques semaines, depuis le début du conflit, qu'il n'y a pas eu de dérapage. Mais il faut continuer. Non, pas eu de dérapage. Il y a eu 819 actes antisémites. Je parle dans les manifestations. Dans les manifestations. Mais comme vous avez des esprits un peu simples sur les réseaux sociaux, qui voient ce qui s'est passé hier en Russie, ou qui voient ce qui se passe en Inde, vous en avez parlé, ou qui voient même ce qui se passe à 2 heures de chez nous, à Londres, vous pouvez être qu'inquiet, parce que les Juifs de France sont inquiets, vous pouvez être qu'inquiet de ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Donc moi je félicite le gouvernement, je félicite Gérald Darmanin, s'il décide d'interdire ces manifestations, c'est qu'il a de bonnes raisons de le faire, et il y en aura d'autres, et j'espère, il faut pouvoir permettre aux gens de manifester leur soutien aux Palestiniens. Il y a eu des manifestations autorisées, Alexis ?
Moi, je proposerais quand même de sortir le débat du sujet de l'actualité, parce que la criminalisation des mouvements sociaux, c'est pas un sujet récent. Moi, quand j'étais député, j'avais un Premier ministre, Manuel Valls, qui envisageait d'interdire des manifestations syndicales parce qu'il trouvait qu'il y avait trop de problèmes avec les gens de la CGT qui manifesteraient à l'époque contre la loi travail. Et moi, j'avais dit, quand j'étais député, que je n'ai jamais participé à une manifestation interdite, mais si Manuel Valls, à l'époque, avait interdit une manifestation contre la loi travail, j'y aurais participé pour manifester mon attachement aux libertés publiques, et parce que le gouvernement n'a pas à choisir les causes pour lesquelles les gens ont le droit de manifester ou pas le droit de manifester. Parce qu'à ce moment-là, on n'est plus en France. Tout à l'heure, on parlait de l'image de la France. L'image de la France, qu'on le veuille ou non, c'est un pays de liberté et notamment de manifestation. Bon, on est un peu brocardé d'ailleurs parfois par nos voisins, anglais, allemands, qui trouvent que les Français quand même... Mais enfin, au moment des Gilets jaunes, on a eu les mêmes débats. Au moment des Gilets jaunes, on a vu une pancarte antisémite. Donc, les Gilets jaunes sont antisémites, empêchons les Gilets jaunes de manifester. Il y a eu énormément de manifestations des Gilets jaunes avec énormément de débordements et de violences. Oui, et malgré ça, qu'a fait le pouvoir, il était tenté soit d'interdire, mais il a bien compris que... Soit de laisser faire. Soit d'encadrer plus fortement avec des forces de l'ordre. Bon. Moi, je ne sais pas comment on traite ce genre de situation quand on est au gouvernement. Je ne dis pas que c'est simple. Je dis que vous avez raison. S'il y a des risques de troubles à l'ordre public, l'interdiction est légitime. Mais si on commence à interdire de manière systématique certaines manifestations parce qu'on considère qu'il y a des risques de slogans, de dérapages, etc., ça veut dire qu'on peut interdire tout type de manifestation. Parce que moi, j'ai beaucoup manifesté et il y a toujours des imbéciles. Il y a toujours des voyous même qui agressent des gens. Moi, j'ai vu des gens agresser d'autres gens. Il y a des fois des slogans qui sont intolérables. Moi, j'ai fait des manifestations où j'ai vu... Et pour autant, on ne peut pas faire un amalgame généralisé et dire parce qu'il y a des voyous et des imbéciles, on interdit le droit de manifester en France. Parce que c'est une pente... Mais on en est loin, C'est pas de manière systématique. On n'en est pas si loin que ça. Je suis désolé, moi j'ai cité cet exemple tout à l'heure parce que je l'ai vécu quand j'étais à l'Assemblée nationale. Je peux vous dire que quand on a le pouvoir... Et on a aujourd'hui un pouvoir qui parfois peut être autoritaire. On se rappelle quand même au moment des Gilets jaunes, il y a eu quand même un maintien de l'ordre qui n'était pas très tendre vis-à-vis des manifestants. Et il y avait aussi des manifestants qui se comportaient mal vis-à-vis de la police. C'est pas le sujet. Je veux dire, c'est toujours tentant de dire, puisque ça nous dérange, interdisons-le. Alors après, on a le garde-fou du tribunal administratif. Je crois que le tribunal administratif a confirmé cette interdiction. Ce qui veut dire qu'il y a peut-être des motifs légitimes. Mais attention à ne pas non plus légitimer systématiquement des interdictions au bon vouloir du pouvoir. Parce que le jour où le pouvoir considère qu'il n'y a que des opposants dans les rues et que donc c'est gênant, on peut aussi avoir des décisions d'interdire systématiquement certaines manifestations. Et ça serait une dérive, moi, personnellement, que j'appelle illibérale et qui existe dans d'autres pays. Pardon, mais là, moi, je suis d'accord avec vous, mais on est quand même très loin de ce cas-là. Non, c'est pas nouveau. C'est des débats qu'on a eu au moment des Gilets jaunes. Oui, j'entends. On a eu au moment de la loi retraite. De la loi travail. Mais on vit quand même dans un pays où le droit de manifester est absolument revendiqué et absolument exercé. Oui, c'est exactement ce que, je suis en train de dire. Donc on est d'accord. Mais on est d'accord aussi que quand il y a un risque de trouble à l'ordre public, alors c'est là qu'est la ligne de crête, c'est de savoir à quel moment est le trouble à l'ordre public. Mais effectivement, quand il y a ce risque-là... Dès que des gens manifestent, il y a un risque qui est, on l'a vu au moment des Gilets jaunes. Non, je suis désolé. Non, c'est pas vrai, il y a des tas de manifestations qui se passent avec Israël le 8 octobre, vous n'aviez pas de trouble à l'ordre public. Tant mieux, il y a des manifestations qui se passent bien. Je suis d'accord, donc c'est pas à chaque fois le cas. Évidemment, il y a une question de liberté publique, à savoir si on a le droit de manifester ou pas. Je pense tout de même que le parallèle entre les Gilets jaunes et ce qu'on voit dans ces manifestations dites pro-palestiniennes est malencontreux. Pourquoi ? Les Gilets jaunes, c'était des Français qui criaient leur mal-être et qui disaient concrètement ceux qui manifestaient étaient aussi des Français et qui criaient à l'État, merci de me laisser terminer, criaient à l'État. Mais pardon, attention, je précise. Écoutez notre situation, notamment dans les Français, parmi les Français qui vivent hors des métropoles, donc dans les villes moyennes, les plus petites communes, les villages, qui voient les services publics se détériorer ou disparaître, qui ont une baisse de pouvoir d'achat. Ça, c'était les manifs des Gilets jaunes. Les craintes là, vis-à-vis des manifestations pro-palestiniennes, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'en fait, on a sur notre sol, malheureusement, des gens qui soutiennent pas seulement l'idée d'une Palestine, d'une stratégie à 2 États, Israël et Palestine. On a des gens qui soutiennent concrètement le Hamas, qui soutiennent le terrorisme islamique. Et c'est ça la crainte. Et ça sert à rien de se cacher derrière son petit doigt. On a vu, effectivement, on en parlait tout à l'heure, ce qui s'est passé au Daghestan. On voit ce qui se passe à Londres.
il y a des gens qui ont une haine profonde de notre civilisation et qui soutiennent des organisations terroristes qui ont commis ou qui sont en lien avec des organisations terroristes qui ont commis des attentats en Europe et en France. Donc il est normal que les pouvoirs publics fassent attention à ne pas laisser le champ libre à ces gens qui en fait veulent juste détruire ce que nous sommes et tuer des Français. Je sais pas qui soutiennent des gens qui veulent le Je suis faire. en train de dire que les gens qui manifesteraient leur attachement à la cause palestinienne sont potentiellement tous des gens qui soutiennent les terroristes et qui soutiennent le Hamas. Je vous dis qu'il y a des gens dans les, je vous dis qu'il y a des gens dans les manifestations. Je vous dis dans les manifestations. Je vous dis que dans les manifestations, il y a effectivement, vous n'allez pas me dire le contraire, hein, qu'il y a des gens qui soutiennent le Hamas et donc une organisation terroriste. Une partie de la gauche a eu du mal à reconnaître que le Hamas est une organisation terroriste. Vous le reconnaissez vous-même que le Hamas est une organisation terroriste? Je l'ai dit ici même il y a très bien. jours. Eh bien, une partie de la gauche a eu du mal à le faire. La réalité, c'est qu'il y a des gens qui soutiennent cette organisation. Et on doit rappeler quand même, on a Dominique Bernard qui est mort à Arras il y a quelques jours. On ne peut pas laisser ces gens qui ont une haine profonde et qui soutiennent des gens qui veulent nous tuer dire leur haine à visage découvert. Juste, il y a eu hier, donc c'est juste... Il y a une chose, hier il y a eu ces images au Daghestan absolument effrayantes, donc de chasse aux juifs, il n'y a pas d'autre mot. Pogrom. Et j'ai voulu regarder les commentaires français. Si c'est vraiment ça c'est des hommes. Inch'Allah, tous les aéroports du monde, la même chose. Belle leçon pour les autres pays. Les gens sont en ébullition totale, il faut que la peur change de camp. Ils agissent, bravo, des hommes capables. Merci à Bibi, bravo, spasiba. Oui, voilà, ce n'est que le début. Non mais quel rapport avec l'immigration massive? Non mais ça c'est effrayant. Ça c'est effrayant. Et même les réactions des autorités sur place sont effrayantes. Oui. Quand vous voyez le sujet, non mais non, c'est pas le que sujet, ça. Moi, ça m'inquiète de voir. Non mais les autorités qui disent oui, il faut pas répondre aux provocations de notre ennemi. Enfin, on marche sur la. Les images qu'on a vues hier, moi depuis tout petit, on me répète, faut toujours faire attention. Toujours faire attention parce que ce qui s'est passé en 39-45, ça peut recommencer demain. Moi, je croyais pas à ça. Je croyais pas à ça, honnêtement. Aujourd'hui, quand vous vous levez le matin et que vous êtes juif en France, bah vous faites attention. Je veux dire, nos concitoyens juifs, ils pensent à rentrer leur mezuzot à l'intérieur de chez eux. Nos concitoyens juifs, ils pensent à changer leur nom quand ils commandent à manger sur les applications ou quand ils commandent un taxi. Nos concitoyens juifs, quand ils amènent leurs enfants à l'école aujourd'hui, bah ils ont peur. Ils ont peur de laisser leurs enfants et puis c'est comme s'ils partaient à l'autre bout du monde parce qu'on a l'impression d'être dans un aéroport. Ce que je veux vous dire par là, c'est que les images qu'on a vues hier, c'est que le début, hein. C'est que le début. Et si on n'est pas vigilant, si notre pays, ce qui est en train de faire notre pays, et je l'en félicite, ne fait pas attention, et si nous-mêmes, on ne tient pas des discours dans nos débats de fermeté contre ces propos et ces images qu'on va voir, franchement, vraiment, je vous le dis, je pense qu'on peut être très inquiet pour les mois et les années qui viennent en France. Alors, un auditeur me signale, le ministre de la Défense allemand vient de mettre en garde contre une menace de guerre en Europe et appelle l'armée et la société à se préparer à cette éventualité. C'était une interview sur la ZDF. Moi, j'ai été effarée quand même par ces commentaires très nombreux. Il y avait 600 commentaires sous les vidéos hier sur X, anciennement Twitter, qui commentaient et qui se réjouissaient de voir cette chasse aux Juifs sur des propos, c'était des réactions françaises. Je trouve ça inquiétant. De toute façon, c'est honteux de soutenir des actes antisémites. Mais c'est inquiétant. Que ce soit au Daghestan ou ailleurs. Mais c'est inquiétant. Enfin, oui, c'est inquiétant parce que nous avons sur notre sol puisque par des gens qui soutiennent les gens sont anonymes. Ouais. Et donc le sujet, il est quand est-ce qu'on arrête ce cycle infernal de haine et de violence? Comment on arrête? Voilà. Ça, on n'y est pas. Mais il y a une forme d'appropriation, de réappropriation, pour ne pas dire d'utilisation cynique de ce qui se passe en ce moment au Proche-Orient, par certains qui voient très bien, j'allais dire l'aubaine, la Palestine représentant tous les malheurs du monde arabe, et ce qui se passe en ce moment, active... Oui, active, réactive, suractive, absolument, je suis tout à fait d'accord. La haine de certains, et je vois là surtout, moi, une utilisation extrêmement calculée et cynique de certains qui se disent c'est idéal pour notre cause, des causes qui sont peut-être un peu éloignées de la simple cause palestinienne. Ça va réactiver des tas de réseaux qui ne demandaient que ça pour être réactivés. On continue dans un instant, il est 11h46 sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord,
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, nous parlions donc de ces manifestations et puis de la crainte des Juifs un petit peu partout dans le monde. On voit à Londres ce qui se passe avec des harangues particulièrement haineuses. Samuel Lafont, vous n'aviez pas réagi sur l'extension du conflit et sur cette montée, oui, d'une forme d'antisémitisme enfin pas d'une forme d'ailleurs, d'un antisémitisme qui n'est absolument pas caché aujourd'hui. Malheureusement, Londres est en avance, si je puis dire, sur ce qui se passe en France. Il y a une dizaine d'années, on voyait déjà des premières vidéos de propagande de l'équivalent de l'État islamique, des mouvements djihadistes dans ce genre-là, qui faisaient des vidéos, donc directement, qui se filmaient à Londres, avec des drapeaux dans les parcs à Londres. Et on a vu malheureusement ce qui s'est passé en Europe dans les années qui suivent. Heureusement, pour l'instant, en France, on n'a pas ces manifestations, mais on a déjà des agressions, effectivement. On n'a pas donc ces gens comme à Londres. D'ailleurs, c'est délirant. Je me mets à la place des Anglais là un instant, mais de voir ça dans son pays, toutes ces manifestations de haine, et avec des gens qui soutiennent concrètement un modèle civilisationnel qui n'est pas le nôtre. Le danger qu'on a en France aujourd'hui, c'est de voir, comme conséquence de l'immigration massive qui a duré des décennies et qui est toujours soutenue par une minorité de Français. La majorité des Français sont contre l'immigration massive. On a pour conséquence d'avoir sur notre sol des gens qui reprennent, on parlait tout à l'heure de sujets palestiniens, qui reprennent ces thèmes-là et qui, pour promouvoir leur haine, et qui reprennent ces thèmes-là pour dire que leur modèle à eux n'est pas le même que le nôtre. Ce qu'on a vu au Daghestan, avec des chasses aux juifs, c'est pas compliqué, ça s'appelle des chasses aux juifs. J'espère évidemment qu'on ne le verra pas en France. Mais ça risque de donner des idées à des personnes qui déjà commençaient à agresser, qui faisaient des remarques dans la rue, qui attaquaient. Et si l'État n'est pas ferme tout de suite en disant vos actions, votre modèle que vous promouvez, c'est-à-dire typiquement du soutien au terrorisme, tous les gens qui soutiennent le terrorisme, que ce soit dans la rue, que ce soit sur les réseaux sociaux, doivent être poursuivis et condamnés. On a le code pénal pour ça. Si ce n'est pas fait, c'est un choix politique. Si ce n'est pas fait, évidemment que ceux qui se défoulent sur les réseaux sociaux, mais pas que sur les réseaux sociaux, parce que c'est pas la faute des réseaux sociaux, qui se défoulent pour dire c'est génial, ils ont tué telle ou telle personne, qui ricanent lorsqu'il y a des attentats, parce qu'il y a aussi des personnes qui ont ricané lorsque Dominique Bernard est mort. On a vu des commentaires sur les réseaux sociaux aussi. Il y avait également eu ça lors de Charlie Hebdo. Si l'État n'est pas ferme aujourd'hui, on court de très grands risques. Juste simplement sur ce qui s'est passé au Daghestan hier, l'ironie de l'histoire, c'est quand même que l'État d'Israël n'a pas voté les sanctions contre la Russie. Et donc, les avions israéliens sont quasiment les seuls à encore voyager en Russie, ouais, sans embargo, sans tout ça. Et là, je peux vous dire qu'à mon avis, ça va changer. Parce que, et quand même, les responsables du Hamas qui sont reçus la semaine dernière par Vladimir Poutine, aujourd'hui, il arrive ce qu'il arrive pour un avion israélien où on demande à des gens de remonter dans un avion. Enfin, faut quand même se rendre compte, il y a quand même des mecs qui cherchaient dans les réacteurs s'il y avait des juifs. Oui, faut quand même se rendre compte de la haine du juif qu'il faut avoir pour faire ce genre de choses. Donc, on peut avoir tous les débats du monde sur la guerre, parce que c'est une guerre qui se passe. Faut arrêter de dire que c'est une agression, machin. Le 7 octobre, quand le Hamas va tuer 1400 Israéliens, il déclare la guerre à l'État d'Israël. Voilà. Après, on pourra avoir tout, vraiment, je dis, tous les débats qu'on veut sur ce qui se passe aujourd'hui dans la bande de Gaza, à savoir si le droit de la guerre n'est pas respecté, le droit humanitaire, bien évidemment. Mais c'est une guerre qui se passe. Donc, il faut partir de ce constat-là. On peut avoir tous les débats sur cette guerre-là. En attendant, il faut qu'on se mette tous dans la tête, ici, dans notre pays et en Europe, qu'il faut protéger les Juifs. Enfin, vraiment, je le dis le plus clairement possible. Et on en est arrivé là, on est en 2023, je suis en train de vous dire sur votre antenne, il faut protéger les Juifs. Vous vous rendez compte quand même de l'absurdité de ma phrase, qui aujourd'hui est réelle. Mais qui est réelle, oui. Quand on... Je voulais simplement souligner l'isolement des Occidentaux sur beaucoup de ces questions. Je me souviens de la déclaration de la reine Rania Jordanie qui a déploré les 2 poids 2 mesures du discours d'Erdogan. Alors Erdogan, certes, il s'adresse à sa population et c'est de la politique intérieure, mais le monde entier n'est pas sur les positions que sont les Occidentaux. Et les Occidentaux sont extrêmement affaiblis sur cette question. Et ça, c'est un véritable... Complètement. Alexis ? Complètement. Ah, pardon. Non, complètement. Non, véritable souci pour ne pas dire un véritable motif d'inquiétude. Je ne sais pas si Vladimir Poutine est antisémite. Ce que je vois, c'est que il a décidé, lui aussi, d'instrumentaliser. Bien sûr. Ce conflit, comme d'autres, comme Erdogan, comme beaucoup de pays d'ailleurs, pour effectivement isoler. C'est ce qu'il estime être aujourd'hui ses adversaires principaux. Son adversaire principal, à Poutine, c'est pas le Hamas.
c'est les États-Unis et l'Ukraine. Enfin, c'est les États-Unis parce qu'ils soutiennent l'Ukraine, donc les États-Unis, donc le monde occidental. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une espèce de redistribution des cartes à l'échelle mondiale où malheureusement, je dois le dire, l'Occident est démographiquement très minoritaire sur un certain nombre de positions. Ce que je peux regretter à titre personnel, mais il faut aussi regarder le monde tel qu'il est et pas simplement. Mais il y a une chose que je trouve on ne répète pas suffisamment, c'est que par quel mécanisme je dirais machiavélique, on peut tenir pour responsables les Juifs dans le monde entier de la politique de l'État d'Israël. Ben oui. C'est ça qu'on devrait dénoncer d'abord. C'est ça Comment on peut accepter ça ? Mais parce qu'on est passé... Mais et de la même manière, je le dirais de la même manière, il ne faut pas non plus considérer que tous les gens de culture maghrébine ou arabo-musulmane soutiennent le Hamas. Parce que si on commence à rentrer dans ces Palestiniens soutiennent le Hamas. Ça, c'est un mécanisme diabolique de rentrer dans cette mécanique-là. Et je pense qu'on le dit pas assez. Le vrai scandale, c'est d'assimiler quelqu'un à la politique d'un État. En plus, la politique de l'État d'Israël, elle est dénoncée par une partie des Israéliens. Parce qu'en ce moment même, il y a des manifestations à Tel Aviv de gens qui demandent la démission de Netanyahou, qui disent que le gouvernement a échoué à protéger son peuple, que les 1500 morts, certes, procèdent de l'intervention du Hamas et des attentats, mais que c'est aussi une défaillance sécuritaire majeure. Vous avez vu la conférence de presse ? Il y a des débats dans ce pays. Tous les Israéliens ne sont pas soudés derrière leur gouvernement. Donc le problème, c'est les simplifications, les raccourcis. On va tous en souffrir. Vous avez vu la conférence de presse de Netanyahou avec des journalistes extrêmement pugnaces qui lui demandent quelle est sa responsabilité, etc. Et on aimerait bien les avoir chez nous, ces journalistes, qui demandent des comptes sans... Mais on aimerait bien aussi que Gaza ouvre un petit peu ses frontières pour qu'on puisse envoyer des journalistes qui aujourd'hui ne peuvent pas aller là-bas. Oui, puis on aimerait bien aussi... je crois que des deux côtés... Personne ne souhaite qu'il y ait des journalistes sur place. Aujourd'hui, il y a un blackout sur les opérations militaires israéliennes à Gaza. Il y a une intoxication sur les chiffres. Et de toute façon, vous savez ce qu'on dit. Dans la guerre, la première victime, c'est la vérité. Quels que soient les belligérants. Pour revenir à ce qui concerne directement la France et les Français, effectivement, on a une particularité en Europe par rapport à d'autres pays du monde, c'est qu'on est concerné doublement par ce conflit. Par le conflit en lui-même et l'image de nos pays, l'influence de nos pays, les positions qu'on veut promouvoir, donc il y a le déplacement d'Emmanuel Macron, il y a le déplacement de personnalités, mais également parce que c'est pas le cas dans d'autres pays, c'est pas le cas au Japon, c'est moins le cas en Chine. On a eu pendant des années une immigration massive qui fait que cette immigration a importé un conflit civilisationnel sur le sol européen. C'est pour ça qu'on est touché doublement en Europe. On peut différencier les deux, mais les deux sont intimement liés. Ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui. Évidemment, d'autres débats à suivre. Et je vous conseille la lecture, Christian de Villeneuve me le signale, dans le Figaro aujourd'hui, d'un excellent article sur Kais Sayed, qui renvoie la Tunisie à ses vieux démons, avec une montée très très forte de l'antisémitisme en Tunisie également. Ouais. Allez, on se retrouve demain. Tout de suite avec vous, c'est Jean-Marie Bordry. Très bonne journée sur Sud Radio.